Bonne année à tous, soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, l'inquiétude de la société civile guinéenne. Alpha Condé a été autorisé par la junte au pouvoir à quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger. Même si l'ancien président ne doit pas s'absenter plus d'un mois, de nombreux Guinéens craignent qu'il ne fuit la justice de son pays. Nous serons à Conakry dans un instant. Une grande partie du Parlement sud-africain partie en fumée. Un incendie qui s'y est déclaré dimanche a violemment repris lundi après-midi. Les pompiers avaient pourtant réussi à le maîtriser dans la nuit après 24 heures d'intenses combats. Les détails dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous allons évoquer la polémique du moment au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football se bat pour pouvoir récupérer son joueur Ismaïla Sarr. Il est retenu par Watford, son club anglais, et ne pourra peut-être pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition commence dans moins d'une semaine. La correspondance à Dakar dans un instant. C'était une demande de la CEDEAO adressée par courrier à la junte au pouvoir en Guinée. L'ancien président Alpha Condé va pouvoir quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger, à condition de ne pas s'absenter plus d'un mois. Mais de nombreux acteurs de la société civile s'inquiètent de ce voyage et craignent qu'il n'en profite pour échapper à la justice de son pays. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Selon le communiqué, c'est un voyage à caractère purement médical d'un mois maximum, sauf avis contraire de ses médecins. Le document ne fait aucune mention de la date de son départ ni de sa destination. Sous pression, la junte militaire au pouvoir en Guinée cède ainsi à une exigence de la CEDEAO qui avait demandé la libération d'Alpha Condé. Une décision saluée par les partisans de l'ancien président. Le collectif des partis politiques RPG Arc-en-Ciel et Alliés se réjouit de cette avancée significative intervenue dans le traitement de la situation du professeur Alpha Condé. Perçoit ce acte comme un facteur de consolidation de la paix et de la concorde sociale dans notre pays. La société civile salue également la mesure, mais elle souhaite voir Alpha Condé faire face à la justice. C'est salutaire l'acte qui a été pris par le CNRD de permettre à M. Alpha Condé de sortir pour aller se faire soigner. Mais aujourd'hui, nous attendons à pied ferme que M. Alpha Condé vienne répondre devant la justice parce qu'avec tout ce qui s'est passé, et on ne peut pas dire qu'il est coupable ou pas, mais nous souhaiterions bien que la justice se prononce là-dessus. Si Alpha Condé a pu bénéficier d'une autorisation de sortie du pays, ce n'est pas le cas des responsables de son régime déchu. Ils sont toujours interdits de voyager, même pour des raisons de santé médicale. Leurs documents de voyage restent toujours confisqués par la junte militaire au pouvoir. Un épais nuage de fumée s'est de nouveau échappé des toits du Parlement sud-africain. Un incendie s'y est déclaré dimanche soir. Les pompiers étaient parvenus à le maîtriser après 24 heures d'intenses combats. Mais le feu est reparti ce lundi après-midi. Shirley Sidbon. Lundi matin, ces pompiers du Cap quittent le Parlement soulagés. Le feu déclaré la veille est sous contrôle. Mais quelques heures plus tard, les flammes reprennent dans le toit du bâtiment dont la structure est en bois. C'est une mission difficile pour nos hommes à cause de la pente du toit et le vent qui attise les flammes. Un suspect arrêté alors qu'il n'avait rien à faire dans le bâtiment vide est inculpé pour vol avec effraction et incendie criminel. L'enquête commence à peine et les autorités sont assaillies de questions. Pourquoi le système anti-incendie n'a pas fonctionné? Est-ce que le Parlement était assez sécurisé? Nous tenons cette conférence de presse pour assurer les Sud-Africains que le discours sur l'état de la nation sera tenu comme prévu. Le budget sera voté. Les commissions parlementaires continueront aussi leur travail. Pour le président Cyril Ramaphosa, qui a visité le site dimanche, l'incendie est un coup terrible pour l'Afrique du Sud. Des œuvres et des objets historiques datant pour certains du XVIIe siècle se trouvent à l'intérieur. Mais surtout, les parlements sont un lieu hautement symbolique. C'est là que s'est achevée la lutte contre l'apartheid et pour la liberté. Au Soudan, le général Al-Burhan a de nouveau un boulevard devant lui. Le Premier ministre de transition, Abdallah Hamdok, jette l'éponge. Il avait menacé à plusieurs reprises de quitter l'accord politique qu'il avait conclu avec la junte, faute de consensus. Nabia Marloufi.
Seul maître à bord, le puissant général Al-Burhan, libre de manœuvrer à sa guise. Privé du pouvoir de transition, le Premier ministre Hamdok a préféré rompre le pacte imposé par la junte. Dans les rues de Khartoum, les réactions à cette annonce sont mitigées. C'est une si grande perte pour le pays. Le prochain ne pourra pas faire ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a accompli, ce n'était ni simple ni facile. Il a tellement donné pour le pays. Le peuple soudanais ne voulait pas que Hamdok démissionne, mais le conseil militaire l'a poussé à le faire. Nous ne voulons pas de ces gens-là, et j'espère que leur heure viendra bientôt. Notre combat est plus grand, plus important que lui. Donc qu'il reste ou qu'il parte, ça ne fait pas vraiment de différence. On continuera sur notre chemin révolutionnaire. Et ces images auront sans doute accéléré la décision du Premier ministre. Des civils au sol, ciblés par des grenades lacrymogènes ou des tirs à balles réelles. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, de la répression militaire en cours. En 2019, lorsqu'il est désigné Premier ministre de transition, Abdallah Hamdok incarne l'espoir. Mais le 25 octobre dernier, il est évincé et placé en résidence surveillée. Rétabli dans ses fonctions un mois plus tard, il perd la confiance de la rue. Et son renoncement aujourd'hui ne fait que précipiter le pays dans une nouvelle période d'incertitude. Cette attaque au Kenya, 6 personnes ont été tuées dans le comté de Lamu, une région de l'est du pays, près de la frontière somalienne, lors d'une attaque possiblement menée par des rebelles islamistes Shebab. Direction le Gabon, où la Cour constitutionnelle s'est de nouveau prononcée sur des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. La juridiction a annulé l'obligation d'un pass sanitaire pour accéder aux lieux publics et a rejeté pour la 2e fois consécutive un arrêté du gouvernement concernant de nouvelles mesures contre le Covid-19. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangzé. La haute juridiction vient de donner raison à une organisation de la société civile qui l'avait saisie, estimant que les libertés publiques et individuelles étaient flouées en raison de l'instauration des tests PCR payants. La facture des tests PCR est comprise entre 20 et 50 000 francs CFA, soit entre 30 et 75 €, sans oublier l'obligation des Gabonais de présenter un pass sanitaire pour accéder à leur lieu de travail ou dans des espaces publics, bars, restaurants, entre autres. C'est une victoire tant historique qu'inespérée pour la société civile, tandis qu'ici à Libreville, le sujet n'en a pas fini d'alimenter les débats. La réaction officielle des autorités se fait toujours attendre. Le gouvernement a toujours manifesté son ambition de vacciner plus de 60% de la population contre 12 le taux actuel de couverture vaccinale. Il dispose désormais d'un délai d'un mois pour revoir sa copie. Je vous emmène à présent à plus de 1000 km au nord de Bamako, dans le delta du fleuve Niger. Là-bas, la population qui vit de l'agriculture souffre des conséquences du réchauffement climatique. Une zone rurale où les villageois ne sont pas non plus épargnés par la montée en puissance des groupes armés qui contrôlent la zone et recrutent les jeunes, le plus souvent sans emploi. Reportage d'Anne-Fleur Lespio. Sur le fleuve Niger, au cœur de la région de Tombouctou, le village de Tassakan, inaccessible par la route en saison des pluies. Ce jour-là, cette équipe de la mission de l'ONU au Mali, accompagnée par une ONG locale, vient rencontrer la population qu'elle aide en mettant en place un projet risicole. Dans ce village de près de 1700 habitants, la riziculture est la principale source de revenus. Une activité gage de sécurité mais fragilisée chaque année par le niveau imprévisible des précipitations liées au réchauffement climatique. Actuellement, ça va parce qu'il y a l'eau. Sinon, avant, s'il y a la décrue, s'il n'y a pas l'eau, les gens ont même peur de circuler dans la zone. Mamadou est l'un des spécialistes venus aider les cultivateurs à optimiser la culture du riz, commercialisé ensuite par les habitants. Il a misé sur ce système de canaux d'irrigation installé sur 30 hectares de rizières. Ouais, ça c'est le canal principal qui amène l'eau au niveau du périmètre, qui fait un long de 200 mètres. Et vous voyez que les épines sont en train de sortir. Donc on est presque à la récolte. Un canal qui permettra d'ici quelques semaines aux habitants de récolter près de 180 tonnes de riz. Mais le problème récurrent pour ces exploitants, c'est aussi le manque de matériel agricole et la forte augmentation cette année du prix des engrais pris en charge cette fois-ci par la mission onusienne. Ils nous ont aidés à donner les intrants agricoles
tels que les engrais, le gasoil, ainsi de suite. On a fait même le cash for work. Tu travailles, on te paye. Dans cette zone rurale, marquée par la montée en puissance des groupes armés, ce système permet à plus de 760 jeunes de retrouver un emploi pendant 3 mois. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont rentrés dans les groupes armés aussi. Bon, avec ces périmètres, quand même, on a pu récupérer tous ces jeunes-là de venir pour qu'on cultive ensemble. Donc vraiment, ça les a soulagés. À Tassakan, comme sur l'ensemble du territoire malien, les difficultés d'accès aux ressources liées au dérèglement climatique provoquent de nouvelles tensions entre les communautés. On en vient à ce bras de fer entre la Fédération sénégalaise de football et le club anglais de Watford. À une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération sénégalaise de football se bat pour la libération de son joueur Ismaïla Sarr. Tout a commencé par un communiqué de la Fédération sénégalaise de football publié ce dimanche et accusant Watford, le club de l'ailier sénégalais, de vouloir retenir le joueur et le priver de la CAN. Les détails à Dakar de notre correspondant Eliman Daou. La Fédération sénégalaise de football qui a exprimé sa profonde réprobation du comportement irrespectueux, discriminatoire et pernicieux des dirigeants de Watford. C'est là un extrait du communiqué de la FSF publié ce dimanche. La Fédération sénégalaise de football ne comprend pas pourquoi Watford ne libère pas Ismaïla Sarr pour qu'il puisse participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ismaïla Sarr, il faut le dire, est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale du Sénégal de football, l'un des joueurs les plus décisifs. C'est pourquoi le Sénégal compte beaucoup sur lui. Watford n'a pas tardé à réagir aux propos de la FSF. Ils ont également publié un communiqué dans lequel il précise qu'Ismaïla Sarr est blessé depuis le mois de novembre et qu'il est toujours en convalescence. C'est pourquoi il ne l'autorise pas à répondre à l'appel de la sélection nationale. Ce conflit n'est pas un cas isolé. Plusieurs internationaux africains de football sont bloqués par leur club et ne devraient probablement pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les clubs européens s'estiment lésés de devoir faire partir leurs internationaux africains de football au moment où les championnats européens sont toujours en cours. Les fédérations africaines de football, de leur côté, rétorquent par le règlement de la FIFA, la Fédération internationale de football, qui oblige les clubs européens à laisser partir leurs internationaux pour répondre à leur sélection nationale lors des compétitions internationales. Ces images de clôture des Jeux traditionnels de Niamey, la capitale nigérienne a organisé la 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Il s'agit du sport le plus ancien et le plus populaire au Niger. Bien plus qu'un simple combat, la lutte est une fierté nationale. Le champion a d'ailleurs reçu un montant de 10 millions de francs CFA. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.